they call me Crazy Jack. And I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Bienvenue dans le Creativity Podcast, le podcast pour les entrepreneurs et les intrapreneurs qui veulent faire la différence. Aujourd'hui, nous avons avec nous Jean-Charles Courdali qui a un parcours multidimensionnel, multifacette. On vient de discuter, je lui ai dit que je lui ai promis que je n'allais pas lui demander de se décrire en 3 mots. Il a été joueur de poker en ligne à un niveau assez élevé, il était start-upper d'une boîte qui a donc généré plus de 5 millions de revenus par an. Il a été cofondateur, il a bossé à The Family, il a énormément de projets. Donc on va voir tout ça. Mais d'abord, je veux te dire bienvenue et merci d'être dans le Creativity Podcast. Merci pour l'invitation. Alors, dis-nous en 2 mots ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr, on va en reparler à la fin et on va revenir sur ton parcours. Mais voilà, en 2 mots, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui après tout ce parcours que tu as eu? Ouais, alors si on dit aujourd'hui, en septembre 2021, au moment où on enregistre, c'est ça. Alors mon activité principale est le coaching. Je coach des CEO de start-up et des solopreneurs globalement pour les aider à atteindre leurs objectifs les plus importants pour eux, qu'ils soient pro ou perso, et essayer de faire en sorte qu'ils n'aient pas à sacrifier, on va dire, plutôt qu'ils apprécient le chemin. C'est comme ça que je vais plutôt le tourner, plutôt que par la négative. Ouais. C'est parce que souvent, atteindre d'objectifs égale sacrifier quelque chose des fois à court terme. Et en fait, alors je pense qu'il y a toujours une forme de sacrifice, une forme de contrainte qu'on se met dans tout projet, mais qu'on doit choisir. Ouais. Mais moi, je préfère plutôt leur faire prendre conscience de comment en fait que le quotidien soit sympa et pas un hypothétique futur. Ma vie sera mieux quand j'aurai vendu ma boîte dans 5 ans. Ouais, je m'identifie beaucoup à ça, ouais. Donc c'est top. Donc en coaching, je fais ça, donc CEO de startup et solopreneur, créateur de contenu, etc. Et sinon, comme je te disais un petit peu en off, je commence à m'identifier de plus en plus en tant qu'explorateur, alors pas explorateur à la Mike Horn, mais explorateur d'idées, de philosophie et de mode de vie que j'essaye d'explorer au maximum. Je suis un grand passionné de philosophie antique, de stoïcisme et de psychologie. Et en fait, je pose beaucoup la question en ce moment, qu'est-ce que bien vivre à notre époque en fait, comme se posaient les philosophes il y a 2000 ans. Et c'est une question simple, difficile en même temps, mais qu'on se pose plus. Ouais. Et en fait, un peu sans dire que tout est acheté dans la société actuelle, mais en fait, il y a sans doute, je pense qu'il y a des choses, tu vois, que si on vit selon seulement les valeurs de la société actuelle, c'est très difficile de bien vivre et in fine d'être heureux. Et du coup, je suis en train de réfléchir, pour moi et pour les gens, en fait, c'est quoi être bien heureux dans notre temps compliqué avec le Covid et pas que, mais même avant le Covid, c'était compliqué. Donc c'est un peu ce que je me questionne, et du coup j'écris là-dessus sur une newsletter. Là je lance une chaîne YouTube, je le dis parce que du coup je ne la lancerai jamais, sur cette thématique. Et ouais, donc je suis parti de France aussi notamment pour explorer des choses avec moi-même et avec tous ces sujets que je viens d'évoquer. Donc le but c'est ça, c'est de questionner les gens sur est-ce qu'on vit de la bonne manière, comment on pourrait vivre autrement. Comment on pourrait faire du business autrement peut-être aussi, parce que j'ai remis beaucoup en question aussi les modèles entrepreneuriaux que j'ai suivis dans le passé. D'accord. Donc voilà, c'est ça que je fais. Beaucoup de choses à couvrir. Alors attends, moi j'ai envie de revenir en arrière. Je fais pas tout le temps ça, mais on va faire de manière même chronologique, j'ai envie de dire, parce que tes réflexions aujourd'hui, j'ai l'impression de ce que j'ai pu lire, de ce que tu as marqué sur toi-même, dans les bios, dans les différents podcasts dans lesquels tu as été, ça vient déjà d'il y a un certain moment, ça vient pas d'une réflexion d'il y a 2-3 ans, déjà à 16 ans, à ton adolescence, tu te posais pas mal de questions. Et moi, je me suis demandé, c'est quoi le déclic? Parce que tu as parlé d'un déclic. Une réflexion, c'est pas forcément un déclic, et avoir un déclic à l'adolescence, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Parfois, ça vient un petit peu plus tard. Donc déjà, juste sur ce déclic, c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui a déclenché cette réflexion? C'est un double déclic. Il y en a un à 16 ans, un à 18 ans. À 16 ans, c'est la lecture de Sur la route de Jacques Kerouac, qui est un bouquin dont il y a eu un film depuis, qui est très connu, qui est souvent lu par les adolescents américains,
En tout cas, au D'accord. XXe siècle, c'était un livre qui était très connu. C'était c'est devenu le fondateur d'un mouvement qui s'appelle la Beat Generation, qui étaient des gens en fait qui étaient frustrés du mode de vie américain qu'on proposait après la Seconde Guerre mondiale, où on était plus à la recherche de sécurité, parce que la guerre avait forcément, euh, comment dire, eu un impact sur la mentalité, sur le style de vie que les gens voulaient avoir. Donc les années 50 étaient plutôt une décennie de la croissance économique, mais aussi de la sécurité, de l'emploi, et pas de prise de risque, etc. Et eux, c'était des jeunes qui voulaient en fait un autre style de vie, quoi. Ils acceptaient pas en fait ce qu'on était en train de leur proposer. Et du coup, c'était New York, et c'était parti vers l'ouest, lui et sa bande de potes, en fait, qui étaient tous des écrivains des poètes, en devenir, parce ils avaient 20 ans, quoi, 20-25 ans. Et en fait, sur la route, c'est la documentation un petit peu de ces différents voyages, notamment en suivant le seul qui n'écrivait pas de la bande, mais qui avait un peu le feu sacré, qui s'appelle Dean Moriarty. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire, j'invite les gens à lire le livre ou au moins à voir le film s'ils Ouais. veulent en savoir plus. Ça donne envie déjà, Mais- ton petit synopsis. Ouais, Et du coup, ça t'a marqué Ouais. en fait ce livre. Ouais, ce livre m'a marqué parce que j'avais 16 ans, je commence à être frustré depuis quelques années quand même par l'école, je sens que ça me correspond pas, que je me fais chier en cours, quoi, en gros, quoi. Je m'ennuie comme plein de jeunes, hein, et j'accepte pas trop la situation. Et du coup, et d'autres choses personnelles qui font que je redouble ma seconde, en fait. Je découvre ce bouquin. Il me semble, chronologiquement, c'est plus ou moins au même moment, pendant l'été, après avoir redoublé ou juste avant. Et, et du coup, à ce moment-là, je cherche des voies un peu pour me réaliser, pour m'émanciper et puis pour me développer, autre que l'école. Et c'est là où, un peu par hasard, je tombe sur le poker online, du coup, en 2007. Donc après, je peux y revenir, et, si tu veux plus tard. Et le deuxième déclic, plus brièvement, c'est dans la même logique, c'est 2 ans plus tard. Donc je joue déjà au poker, je suis en terminale, là. Et je vois Into the Wild, là, qui est beaucoup plus connu, qui est un film qui a très très bien marché à l'époque. Je sais que notre génération, C'est un beau film. Ouais. il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Je vois ce film, je suis genre, je sais pas comment dire, je bug après littéralement, genre ça me remet en question Ouais, plein de choses, bouleversé, ouais. J'achète le livre le lendemain, je lis le livre, je suis dans un état un peu second pendant 2 semaines. J'ai ma rentrée de. Je me souviens, à l'époque, j'étais inscrit à un BTS que j'avais pas trop choisi, j'avais pas rempli mes trucs, ce qu'on appelait post-bac à l'époque, Ouais. j'avais pas rempli les choix correctement et tout, parce que je m'en foutais en fait. Mais bon, la réalité m'avait rattrapé, c'est qu'il fallait que j'aille à un BTS. Et ouais, du coup, j'arrête très vite le BTS, et je me dis, bah, fini les bêtises. Enfin, pas les bêtises. J'incite pas les gens non plus à faire d'études, mais en tout cas, pour moi, c'était. Fini de ne pas être sur la bonne voie. C'est ça. Et du coup, c'était un double moment quand il y a eu le pied à l'étrier, D'accord. c'était à 16 ans, et ça m'a achevé à 18 ans, quoi, ce deuxième film. Alors, je vais faire un peu le sceptique là, mais moi, j'adore ce que tu racontes, mais je me mets à la place de. Je me dis que si un adolescent me disait ça aujourd'hui, tu vois, si tu avais 16 ans aujourd'hui et que tu me disais ouais, j'en ai marre et j'ai lu ce livre, etc., je le verrais avec un œil un petit peu sceptique, tu vois. Je me dirais ouais, alors quand même, assure ci, assure ça, fais attention. Tu vois, alors que moi-même, j'ai un parcours atypique. Donc, qu'est-ce qui a fait que de cette prise de décision adolescente qui peut ne paraître pas très sérieuse d'un regard extérieur comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'en fait tu as pu quand même t'éduquer à côté, tu as pu quand même suivre une voie et ne pas partir un peu dans tous les sens? Qu'est-ce qui a fait que ce déclic est vraiment compté, entre guillemets, si je puis dire ça? Ouais. Alors, je vais te répondre, mais alors, petit aparté, quelque chose dont un ami m'a parlé cet été. Euh, on a souvent, j'ai plus le terme technique, mais a tendance à vouloir faire sa biographie, et on la fait tout le temps a posteriori. On explique de manière rétrospective, en fait, pourquoi les choses ont fonctionné, à supposer qu'elles aient fonctionné pour moi et qu'il y a eu du succès, ce genre de choses. Ouais, tout ça est relatif. Euh, Supposons que ce soit le cas. En fait, il y a tellement de parts de hasard dans tout ça que expliquer, en fait, en fait, toute personne, par exemple, prenons Xavier Niel, en fait, il pourrait t'expliquer, il pourrait faire des bouquins sur pourquoi c'est Xavier Niel. En fait, des grandes raisons que lui va pas pouvoir prendre en compte, c'est aussi le timing, la chance, etc. Donc il y a tellement, en fait, il y a tellement de facteurs dans la vie, en fait, et notamment le facteur chance.
et timing, que ça c'est quelque chose que les gens n'aiment pas parce qu'en fait surtout notre Oui, on veut société du où on contrôle. veut du contrôle, on veut dire on a réussi par soi-même, le Ouais. self-made man, etc. Euh, c'est quelque chose que moi que j'avais pas trop intégré avant et je me suis dit oui, en fait ça dépend que de toi, mets les choses en place et Ouais. ça va se faire. Mais en fait, il y a énormément, tu vois, de facteurs qui sont hors de notre contrôle. Et c'est pour ça que les réussites, en fait, il faut les prendre vraiment avec de la pincette. Et c'est plutôt, est-ce que les gens, en fait, vivent bien leur vie plus que est-ce qu'ils ont réussi? Parce que réussir, en fait, il y a trop de chance. Et l'écart peut être énorme entre quelqu'un qui réussit correctement et celui qui réussit de manière indécente, tu vois, qui fait des milliards, si l'argent est un Ouais, critère. ouais, ouais. Donc ça, c'est un truc que je voulais mettre en place, enfin parler, parce que c'est quelque chose qui me parle et qui est pas souvent pris en compte quand les gens racontent un peu leur vie. Genre, c'est logique, tu vois, genre, tout est logique, tout s'explique. Et Bah oui, c'est un peu le syndrome de on regarde l'œuvre c'est d'art ça, ouais. a posteriori et Et on c'est dit bah, l'artiste a voulu faire ci. Et en fait, il avait non, il avait et une envie, il avait des sentiments, il avait aussi la tête dans le guidon sur certains trucs c'est ça. et il a fait ce qu'il a fait. C'est plus facile d'expliquer après. Et ce que tu dis, ouais, t'as carrément raison de mettre en garde un jeune qui nous écouterait aussi, parce que mon cas, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est qu'en fait, que pour un mec qui arrête les études à 16 ans, il y en a, et qui arrive à faire des trucs derrière, Mais merci de dire ça parce que ça fait longtemps que je pense à ça, j'ai jamais mis un mot dessus. Et c'est vrai que même quand on regarde des parcours de start-upers, de gens qui prennent des risques, d'entrepreneurs, on se dit mais lui, regarde, il a réussi. Et c'est ça en fait, c'est comme tu dis, le biais du survivant. Tu n'as pas regardé les 9 autres sur 10 qui ont lamentablement échoué, en tout cas sur le plan de réussite entrepreneuriale. Donc vas-y, je te laisse continuer ouais. dessus. Ah mais ouais, attends, en tout cas, c'est bien qu'on soit en accord là-dessus, c'est hyper important. Et moi, j'essaie d'en avoir conscience aussi, du coup, et tu me fais en prendre conscience encore plus avec ce que tu as dit, avec un peu le warning par rapport aux jeunes. Euh, Après, tu vois, si je devais expliquer encore une fois, notamment sur la phase poker et après startup, qu'est-ce qui fait euh, que c'est pu avancer correctement pour moi, je pense que ça vient de la motivation intrinsèque. Tu vois, si on parle motivation intrinsèque, extrinsèque, chose que tu contrôles, chose que tu contrôles pas. Euh, Moi, ce qui m'a motivé dans le poker, c'était pas tant de faire de l'argent, parce qu'à 16 ans, déjà, j'avais pas de carte bancaire, je pouvais même pas déposer de l'argent, je savais même pas que j'allais gagner de l'argent en fait. En fait, ça a l'air con ce que je veux dire, mais enfin bizarre, mais c'est pas pour ça que j'y suis allé. Et même quand j'y suis allé, c'était même pas avec cette idée en tête vraiment de l'argent, quoi. C'était plus, c'est un jeu où il y a des tables avec des niveaux, comme dans un jeu vidéo. Ouais. Et est-ce que, en fait, en travaillant, parce que j'ai compris rapidement que c'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de compétences. Le hasard est présent en court terme, mais à long terme, il est inexistant ou très très peu présent. Ouais, ce que j'ai Euh, cru comprendre. Ouais. et, euh, et donc la question, c'était pour moi, c'était est-ce que en fait, je vais réussir à, si le jeu me plaît, en fait, à progresser et à comment dire, ouais, essayer de me prouver en fait que je peux devenir bon dans un domaine. Alors, ça contredit un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect hasard et tout. Il y a je sais pas, les gens ils disent, il y a du Non, hasard mais comme l'un dans le n'empêche pas poker, l'autre en mais fait. On ne doit pas non, forcément voir blanc ou noir. On contrôle certaines c'est choses ça. et voilà, on se concentre sur ce qu'on contrôle, mais il faut admettre qu'il n'y a pas que ça, C'est quoi. Il ça, faut ouais. admettre que c'est un mélange avec, comme tu dis, les conditions extrinsèques. C'est bien ça? Ouais, ça c'est plus pour les motivations, mais oui, c'est un peu l'idée. C'est Ouais. c'est que là, la motivation était vraiment interne. C'est j'ai envie de devenir bon dans un domaine et de me donner les moyens de le devenir. Et du coup, bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon contrôle? Bah, c'est prendre le jeu sérieusement, m'entourer des bonnes personnes, jouer tous les jours, essayer de m'organiser un minimum, même si à 16-17 ans, c'était pas la même orga que ce que je peux avoir maintenant. Il Ouais, n'y avait, c'est il y avait clair. pas de Google Agenda, tous ces trucs-là. Euh, mais oui, en tout cas, c'est quelque chose qui. Il y avait une intention vraiment de prendre la chose sérieusement, quoi. Et du coup, il n'y a pas eu de secret, hein, ça a fonctionné parce que. Et je suis pas le seul, hein, j'avais un groupe d'amis, on était 4-5 dans un groupe à tous démarrer avec à peu près le même âge, tout en bas de l'échelle, avec aucun moyen, et tout le monde a réussi, quoi. Donc à un moment, on n'était pas plus intelligent que. On s'est pas retrouvé là, et les, les mecs les plus intelligents du village, entre guillemets, quoi. C'était juste. Ouais. Même motivation, même désir de progresser, même amour aussi pour le jeu, parce qu'en fait, celui qui vient, typiquement pour le poker, celui qui vient juste pour l'argent, moi je crois pas trop qu'il puisse gagner sur le long terme. Et je pense la même chose pour l'entrepreneuriat aussi. Je pense qu'il faut une forme d'amour pour ce que j'appelle l'amour du problème, l'amour de l'industrie pour laquelle on est prêt à consacrer 5, 10, 20 ans de sa vie, voire plus. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas trop l'entrepreneuriat un peu opportuniste, qui cherche des marchés, qui va dedans et qui veut faire
un quick exit, comme on dit. Ça me parle pas trop. Je suis d'accord avec toi, c'est... Ouais. Alors, attends, je vais... Donc, pour répondre, en fait, à la question de les réflexions qu'on a quand on est adolescent, en fait, la réponse que tu donnes à travers cette histoire, c'est OK de se dire on n'est pas à l'aise dans ce système scolaire ou dans cette façon de penser ou dans ce que mes cercles géographiques, familiaux, etc. nous inculquent. Mais par contre, si on se dirige vers une autre voie, que ce soit le poker ou d'autres études ou un boulot, n'importe quoi, il faut que ça soit sérieusement, en fait, tout simplement. C'est ça, tu le fais avec détermination, organisation, de manière... C'est comme ça qu'on définit un peu le sérieux, quoi. Ouais, je pense pour être performant dans un domaine. Et après, moi j'avais rajouté la notion aussi, qu'est-ce qui a l'air de m'attirer dans la vie, tu vois, quel genre de vie j'ai quand même envie d'avoir. Et en fait, je voyais notamment mon entourage, des gens qui n'étaient pas forcément heureux dans leur travail. Donc c'était pas évident. Enfin, c'est pas que c'est pas évident, c'était pas... Ça donnait pas envie. Ça donnait pas envie, ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, dans le poker, qu'est-ce que tu as appris? J'ai vu que tu parlais de modèles mentaux. C'est quoi? Alors, en 2 mots, hein, parce qu'après, j'ai 36 000 questions à te poser aussi. Mais en 2 mots, c'est quoi les quelques modèles qui t'ont aidé dans la vie par la suite, que tu as appris par le poker? Je pense un des modèles, j'en ai 2-3 au poker, il y en a un, c'est ce qu'on appelle le thinking process, enfin tout simplement le raisonnement en fait. Ouais. C'est de réussir à décomposer tout raisonnement et de revenir vraiment à la source d'un raisonnement, en enlevant Ok. un peu tous les paramètres extérieurs qui peuvent biaiser. Donc on va vraiment repartir de quelle était la situation de départ, et sur chaque avancée dans une main au poker, on va essayer de comprendre quelle était la meilleure décision possible à prendre en, en- tout en récoltant un maximum de data. Donc il y a vraiment une notion déjà d'objectivité maximale d'essayer d'avoir, tout en récoltant le joueur de poker, en fait, quand il est bon, c'est celui qui sait récolter de la data et prendre une bonne décision avec les informations qu'il a collectées. Moi, ça ressemble beaucoup à des trucs entrepreneuriaux déjà. Oui, bah en fait, ouais, tu prends Ouais, il y a un parallèle qui se le da- crée. ouais, la data analyse, les analytics, etc. d'entrepreneuriat, moi je l'avais intégré à 17 ans, quoi. Enfin, c'est à 17 ans D'accord. en fait, Ah, grâce à ouais, ça. Donc, tu vois un exemple, la notion de, pareil, modèle mental, toujours penser long terme. ouais. Tu vois, donc penser long terme, en fait, dans la vie, c'est hyper intéressant. Effet composé, penser long terme. Surtout euh, d'apprendre ça à l'adolescence. ouais. C'est rare d'apprendre ça à l'adolescence. Ouais, de comprendre que la meilleure solution à court terme, ou le résultat à court terme, n'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément parce qu'on a un bon résultat à court terme qu'on va réussir sur le long terme. Ouais. Gagner une main au poker, ça veut pas dire qu'on est un bon joueur, ça veut dire qu'on a gagné une main, on a peut-être eu de la chance. Hmm. Par contre, de gagner sur plusieurs mois, plusieurs années, là, ça veut dire qu'on a un bon comportement, et on est récompensé sur le long terme, quoi. Et tu vois, ça peut aller avec l'investissement, ça peut aller avec les habitudes dans sa vie personnelle, ça peut aller avec tout, en fait. Tout est une question de long terme, en fait. Tu vois, et c'est tout le... Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de notre société aussi, c'est d'enlever toutes les gratifications euh, court-termistes qu'on a, en fait, parce que la société est designée pour nous gratifier, donner du plaisir à court terme. Et en fait, c'est pour ça qu'on est malheureux, en fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas en fait se projeter, avoir de l'engagement, à faire même des bonnes choses pour soi sur le long terme, parce que tout est fait pour qu'on ait du plaisir à court terme. Bon, là, je vais partir trop loin, mais il y a tout un délire avec la société de consommation, Bien sûr. pourrait décliner, mais il y a, Bien sûr. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et encore une fois, j'imagine que t'as pas pu le décortiquer comme ça quand tu avais 17 ans, mais que c'était déjà en toi, du coup, quand tu es passé à ouais. l'expérience d'après, à l'entrepreneuriat. Alors, on va en parler dans un instant, mais du coup, je pense que même si tu l'avais pas forcément formalisé, décomposé, mis sur papier, au moins c'était déjà en toi, quoi. Tu savais ce qu'il fallait pas. Ouais. Enfin, je savais que j'avais compris des choses qui m'aideraient dans d'autres domaines. Je savais pas encore quoi. Et après, tu te retrouves dans des situations que tu trouves analogues, en fait, quoi, similaires. Et tu te dis, ah bah ça peut m'aider dans cette situation. Et, euh, et tu vois, genre, si ces gens s'intéressent aux modèles mentaux, allez voir ce que fait Farnham Street, qui est la meilleure référence pour son monde pour parler des modèles mentaux. Et tu vois, celui qui en parle le mieux, c'est le cofondateur enfin l'associé de Warren Buffett, Charlie Munger. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est lui, hein, qui a vraiment tout le monde tout le monde référence Charlie Munger quand il Buffett. parle de modèles mentaux. Oui, pardon, Et je croyais que tu ouais. allais dire tout le monde parle de Buffett, mais pas Ah assez oui, de. ah bah Ouais,
Tout à fait aussi, ouais, on peut dire Ouais. ça. Ouais, c'est vrai que j'ai acheté un bouquin, je sais plus de qui, justement, ça s'appelle Les modèles mentaux, c'est peut-être la personne dont tu parles. Mais ouais, c'est intéressant parce que c'est un peu sous-estimé, ça et l'état d'esprit. Déjà en France, mindset, je trouve que ça se traduit mal. Avec état d'esprit, ça fait un petit peu humeur, un petit peu. Alors qu'un mindset, c'est beaucoup plus puissant et un modèle mental. Peut-être mentalité, peut-être ça. Ouais, mentalité. Je sais pas. Bon, après, c'est aussi. Je lis beaucoup en Ouais. anglais, je pense toi aussi. Mais non, c'est très puissant. Très puissant, les modèles mentaux, le mindset qu'on a dans ce qu'on fait, même plus que peut-être que les outils et les stratégies en découlent parfois. Mais alors, j'aimerais parler de ce que tu as fait après. Évidemment, on va parler de Fetch. Du coup. On va pas trop en parler non plus, parce que je sais que tu en as parlé dans 36 000 podcasts en détail, et je vous invite à aller écouter ces podcasts. Il n'y a pas de concurrence ici, au contraire. Je vais essayer de poser des questions qui m'intéressent. Mais déjà, est-ce que tu peux donner le concept en 2 mots de la boîte pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette boîte? Tu l'expliqueras mieux que moi en une phrase ou deux. En une phrase, Deliveroo pour des villes entre 100 et 200 000 habitants. Oh, voilà, nickel. Ça, c'est fait. Mais tu étais en concurrence avec eux au début. Pas au début, parce qu'au début, ils étaient que dans les grandes villes, mais c'était mes concurrents avec Uber Eats. Ouais. D'accord. Alors, comment tu t'y prends? Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est pas toute l'histoire, comment tu as fait pas par pas, mais du moment où tu as l'idée et que tu fais le premier pas, comment concrètement tu t'y prends? Je me mets à la place de quelqu'un qui regarde ce podcast, qui se dit, moi aussi j'ai une idée, comment concrètement il va tourner cette idée en quelque chose de concret, sans forcément donner toute la stratégie, toutes les étapes par lesquelles tu es passé? Je veux dire, deux étapes du coup importantes. Première, sortir de chez soi, surtout quand t'es pas tech, mais même si t'es tech, et aller parler aux gens concernés. Donc en l'occurrence, moi c'était les restaurateurs et des clients potentiels. Donc littéralement, le, allez, même pas une semaine après, je pense 2-3 jours après avoir l'idée, je suis allé dans la rue. Je me souviens, c'était en janvier 2015, j'étais à Nancy, d'où je suis originaire, il neigeait et tout, c'était la galère. Et je suis allé, il y avait tout pour pas que j'aille, tu vois, il faisait trop froid et tout. Mais je savais que c'était le seul truc que je pouvais faire en fait pour avancer sur le projet, quoi. Sachant qu'à l'époque, il y avait moins d'outils no-code et tout, donc tu étais moins capable, tu vois, de faire une première version, même s'il y en avait. Il y avait Strikingly qui peut paraître un ancêtre aujourd'hui, ça se trouve que plein connaîtront pas, mais il y avait quelques outils no-code. Mais c'était pas ça le plus important, c'était vraiment d'aller causer, je trouvais, avec les gens concernés, pour valider qu'il y avait quand même un semblant d'intérêt de mon idée qui paraît évident aujourd'hui, mais qui ne l'était pas en 2015. Ouais. Et la deuxième chose, après c'est du classique, hein, mais c'est de tester rapidement, et effectivement de ne pas attendre d'avoir un super site. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui nous a beaucoup aidé, parce que j'avais des associés, c'est d'avoir commencé sous un format local, donc à Nancy, mais même privé. On avait privatisé le lancement en autorisant seulement certaines personnes à faire partie des premiers clients. Alors, ce qui est bizarre, parce qu'au final, tu te dis je veux des clients et tu vas privatiser ton accès. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage sur Fetch, parce que pour Fetch, et pour moi en tant qu'entrepreneur, parce qu'en fait, ça m'a obligé à parler à tous mes premiers clients, parce qu'on était très proches d'eux. On avait un groupe Facebook à l'époque où en fait, on traitait les commandes. Et on n'avait même pas besoin de site, en vrai. On avait fait une landing page sur Strikingly, mais en vrai, le vrai site, c'était notre groupe Facebook. On disait, allez, ce soir, on livre, passez vos commandes. Les mecs venaient en MP, tu vois, nous parler, et ils passaient les commandes. Il n'y avait même pas de paiement en ligne, tu vois, il n'y avait rien. Tu vois, et troisième apprentissage, c'est de lancer toujours plus vite que ce qu'on pense faisable, du coup, en réduisant la partie tech. Parce que même moi, avec tout ce que je te dis là, il se trouve qu'on était débutants, donc on a fait des détours à chercher des partenaires, des prestataires, à pas trop savoir vers où on allait. Donc c'est normal, mais je pense que, tu vois, ça nous a mis 5 mois, je crois, 5-6 mois à lancer cette première version. Bah, aujourd'hui, si je devais le refaire, je dirais lance au bout d'un mois, quoi, ou même 3 jours si tu peux, selon tes capacités, selon la vivacité à laquelle tu es prêt à tester ton idée. Mais ouais, c'est ça que je retiendrai un peu si je te parle que du début, vraiment, c'est ça les choses que je retiens. Ouais, non, c'est intéressant, mais c'est ce qu'on retrouve dans les théories Steve Blank et tout. Hein, les startups, Steve Blank, tous ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas évident, même pour des entrepreneurs qui sont pas dans la tech, ce sont des conseils, je pense, qui sont en or, parce que on a tendance à vouloir tout bien faire un truc super dès le début. Non, mais c'est top. Alors, toi, tu es assez jeune à ce moment-là. Tu avais quel âge quand tu lances?
J'allais sur les 24. J'avais 23. D'accord. C'est ce que j'avais calculé. Euh, Est-ce que tu penses, toi qui as été à The Family en plus et qui coach les entrepreneurs, est-ce que tu penses que le game des startups, c'est un game pour les jeunes? Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, je pense que c'est un game pour les jeunes, mais c'est pas le seul game auquel ils peuvent jouer. Et la grande différence entre 2021 et 2015, c'est qu'on a plus de recul sur l'entrepreneuriat un peu online maintenant. Bon, qui date pas de 2015, hein. Ouais, Je dis pas que quand moi j'ai commencé, c'était le début, bien sûr, bien mais sûr. on a quand même déjà 6 ans, et 6 ans c'est énorme dans notre industrie. Et à mon époque, tu vois, par exemple, il y avait les vidéos de The Family qui commençaient à émerger, 2015, moi je les découvre en 2014, qui met en avant forcément ce modèle qui est hyper attirant, quoi, de la start-up, des levées de fonds, de la croissance extrême. Du coup, moi j'avais vu ça, apprentissage rapide. Moi c'est ça qui m'avait kiffé. C'est comme le poker, hein. C'était, moi je vais Ouais, pouvoir ouais. apprendre hyper vite en fait. Moi, c'est mon obsession, c'est mettre dans un environnement où je vais apprendre, quoi, très vite. En mode Tim Ferriss. Ouais, j'adore Tim Ferriss et lui pour le coup avait créé justement l'autre modèle qu'en tout cas moi j'avais beaucoup moins vu à l'époque, que certains youtubeurs avaient commencé un peu à défricher en France. Alors plus les youtubeurs divertissement, on parlait de Norman, on parlait de Cyprien, on parlait de tous ces mecs-là. Ouais. C'est ce que moi j'appelle aujourd'hui le solopreneur, c'est celui qui crée quelqu'un qui crée une activité autour de lui en leverageant, enfin en faisant effet de levier, pardon français, euh, sur ce que Naval Ravikant appelle le code et le média, vraiment faire effet de levier avec des choses qui ne demandent pas la permission. Là où quand tu montes une startup, au début tu ne demandes pas la permission, mais au bout d'un moment tu vas devoir chercher du capital, donc des investisseurs, des VC, et des employés, donc convaincre des gens de travailler avec toi et les motiver au quotidien, de continuer à travailler avec toi et d'être toujours motivés. C'est pas tant de les recruter, Ouais. c'est aussi les emmener dans une aventure qui n'est pas juste une promesse à un entretien d'embauche, quoi. C'est ça qui est dur dans la startup, c'est pas tant de recruter, c'est de motiver les troupes Hmm. au quotidien. Euh, et ça, en fait, ce monde-là, moi, je l'avais beaucoup moins perçu. Je créais du contenu déjà, parce qu'en fait, j'aimais bien documenter un peu ce que j'apprenais, notamment mes erreurs, mes échecs. Euh, mais pas que. Enfin, en tout cas, j'écrivais du contenu sur Medium en parallèle de ma boîte. Mais tu vois, aujourd'hui, clairement, il y a plus de possibilités pour les jeunes qui se lancent, s'ils veulent faire de l'entrepreneuriat. Il peut y avoir la création de contenu alors, sur différents médiums. Il peut y avoir créer une activité avec où tu vends des produits digitaux ou des produits, enfin différents types de produits, mais pas forcément une startup. J'ai un ami par exemple qui s'appelle Elliot Meunier, il a 16 ans. Il est dans la gestion de la connaissance, qui est un vrai sujet en fait. C'est comment structurer toute ta connaissance, qu'on est tous des travailleurs de la connaissance et en fait on consomme du contenu, on lit des livres, mais on oublie tout ce qu'on consomme et on le structure pas, on le stocke pas à un Hmm. endroit. Et lui C'est en fait, intéressant ça. très rapidement, il déconstruit en fait tout ce qu'il lit, tout ce qu'il consomme, il va le déconstruire. Il va en faire des petits concepts qu'il va stocker intelligemment et connecter dans un endroit qui est un peu son usine, avec un outil qui s'appelle Obsidian que j'utilise grâce à lui. Et après, il recrée, en fait, avec cette connaissance, des contenus originaux. Donc ça te permet d'écrire des Ah. livres, d'écrire des articles, de penser aussi, de mieux penser. Moi, j'utilise beaucoup pour mieux penser sur certains sujets, pour mieux expliquer justement ce qui me traverse la tête, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, et tout ça, cet aparté, c'est pour dire, Elliot, c'est quelqu'un qui a 16 ans. Donc on revient à 16 ans. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie du il faut quitter l'école à 16 ans. Non, 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 mais Mais c'est intéressant parce mais que qui c'est un est, âge où on ouais, s'intéresse, on se ouais, passionne ouais, parfois pour des sujets. Et donc, ouais, c'est bien de c'est savoir ça. qu'il y a plus de voix aussi C'est ça. que juste des parcours classiques. Ouais. Et tu vois, Elliot, quand il a commencé, il a fait une formation du coup très vite sur ce sujet de la gestion de la connaissance, qui s'appelle Atomic Thinking. Et en fait, il n'a pas attendu d'avoir une audience. En fait, il s'est dit, bon, j'ai un sujet, je le teste, je fais de la pub. Donc il a commencé à mettre quelques budgets avec ce que AdWords se donne gratos quand tu démarres, les Ouais. 80 euros. Il a fait une vente, et puis en fait, sans argent, comme moi quand j'avais le poker à 16 ans, euh, il a commencé à faire des ventes, et maintenant, 6 mois plus tard, il fait 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, quoi. Il vendait Et quoi? il vend sa formation, du coup, sur la gestion Ah, de la sa connaissance. formation. Et en Ouais. fait, alors, il se trouve que c'est un vrai besoin qui paraît peut-être. Là, j'expliquerai rapidement, ça peut paraître peut-être pas le cas, mais il y a un vrai sujet de gestion de la connaissance. Moi c'est un truc Non, mais ça me parle qui me déjà. concernait énormément, mais on est plein. Je pense que moi, je suis même dans ceux qui ont peut-être le plus besoin, mais même en dessous de moi, il y a des gens, je pense, qu'on en ont énormément besoin, qui sont pas créateurs de contenu, mais quoi. Peut-être plus dans les entrepreneurs. Ouais. Non. Ouais. Alors, on va pas parler de lui pendant 15 ans, mais il commence à verticaliser justement son offre, adaptée selon les D'accord. profils. Ouais. Et mais ça, c'est un exemple. En fait, tu vois, Elliot, je pense, il y a, il y a en 2015 ou 2013, il aurait monté une startup.
Aujourd'hui, D'accord. il sait qu'il peut faire effet de levier et il peut créer une team, mais il n'a pas besoin de lever de fonds. S'il le veut, il le pourra, parce qu'en fait, il pourra monter des projets, enfin, dans sa situation à lui, parce qu'il est extrêmement brillant. Mais, euh, mais c'est même pas le sujet. C'est aujourd'hui, en fait, il peut faire des millions sans lever 1 euro, et il va gérer juste une team de freelance, peut-être avec 5-10 personnes. Il va faire, je sais pas moi, 5-10 millions de chiffre d'affaires à long terme. Alors que quand on monte une startup, pour faire 10 millions de chiffre d'affaires, bah, il faut qu'on soit combien? Il faut qu'on soit 200, quoi. Enfin, j'exagère, mais qu'on soit 100 ou Ouais. 50 au moins, quoi. Mais attends, qu'est-ce qui a changé selon toi par rapport à 2015? Après, je vais revenir à ma question parce qu'en fait, j'attendais notre réponse, ce qui est très bien parce que du coup, on explore quelque chose d'autre. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'en 2013-2015, on était obligé de faire une levée de fonds, dans cet exemple d'Eliott, et aujourd'hui, Il y a- il n'est pas obligé de le faire? C'est les outils Il no-code y a- et le... Il y a deux choses. Il y a effectivement l'amélioration des outils no-code et la maturité aussi. C'est que maintenant, on sait ce que c'est. On sait que les youtubeurs, en fait, il y a une maturité. Attends. Je vais expliquer ce que c'est les outils no-code. Je suis pas oui, sûr que tout le monde sache. Vas-y. C'est tous les outils digitaux que vous pouvez utiliser aujourd'hui, auxquels vous pouvez imaginer. Trello, j'en sais rien. Je regarde un peu ce qu'il y a dans mes trucs. Webflow, qui est un des connus. Voilà, même créer un site. Voilà, créer un site. Voilà. Vous n'avez pas besoin de savoir coder ou quoi que ce Ouais. soit. Même C'est une juste, application mobile. Les gens pensent souvent application mobile, c'est compliqué et tout. ouais. T'as des services comme Adalo qui te permettent d'apprendre à développer ta propre application sans être développeur. C'est incroyable, Voilà. quoi. Ok, bon, pardon, je t'ai coupé, mais c'était pour Ouais, parce qu'on part un peu plus dedans. Du coup, pour moi, il y a deux choses. Donc, il y a effectivement l'amélioration de la tech. Il y a même trois choses, du coup. L'amélioration de la tech et du no-code, la, la maturité et le recul qu'on a maintenant sur tout ce qui est créateur de contenu. On parle de Tim Ferriss. On sait qu'avec son podcast, il peut générer des millions de revenus. Bon, après, c'est américain, il faut toujours comparer, enfin, ce qui est comparable avec la France et tout, mais en tout cas, c'est des modèles qui se scalent, on va dire, qui sont duplicables. Prenons l'exemple, les youtubeurs, on a vu Norman et Cyprien, ok, mais maintenant on commence à voir Marketing Mania avec Stan Leloup, sur des choses plus business, on voit des gens créer des activités qui ont commencé vers 2013, 2014, 2015. Donc on a les modèles, on voit que ça peut fonctionner. Et la troisième chose, c'est un peu ce que je vais appeler l'idéologie un peu de l'entrepreneuriat. Comme je repars, alors The Family a fait énormément de bonnes choses, et notamment pour les startups, mais du coup, s'il y avait un mauvais côté de tout ça, c'est d'avoir poussé, mais en fait vous avez raison, parce que à ce moment-là, c'était le modèle à pousser, mais d'avoir poussé cet univers startup, comme si, et tellement l'avoir bien fait, de faire comme si Dans c'était le sens levée de fonds, dans le sens le plus classique du terme. startup égale vouloir un marché énorme qui fait des milliards pour vouloir des milliards, et du coup, devoir prendre ce marché-là en 5-10 ans, parce que les marchés qui valent des milliards, ça intéresse du monde, donc il faut être le premier à le prendre, et du coup, il faut lever des fonds. Et du coup, tu es dans une dynamique qui fait qu'en 10 ans, tu dois monter, ou même en 5 ans, tu dois monter une boîte énorme et tu montes pas ça à la force des bras, quoi. Tu vois, il faut du capital. Donc c'est un super. C'est un milieu que je renie pas. C'est juste que moi, pour d'autres raisons, je pourrais en parler aussi, mais ça m'intéresse moins à l'heure d'aujourd'hui de monter ce modèle-là. Mais c'est encore une fois l'idéologie autour de l'entrepreneuriat est en train de modifier le narratif et évolue. Ce n'est plus la seule voie pour être entrepreneur. Ouais. Mais en fait, c'est la logique, en fait. C'est juste qu'avant, il fallait beaucoup de capital. Il fallait au XXe siècle, il fallait même des possessions physiques. Enfin, il fallait louer des bureaux, Les locaux. fallait des usines, tu vois, si on va même au XIXe siècle, tout ça. Maintenant, c'est sur Internet, mais il fallait toujours du cash pour prendre les énormes marchés. Et maintenant, c'est à l'échelle de l'individu. Et ça qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, plus on avance, plus on est revenu à la base, c'est l'individu devient un peu capable d'avoir de l'impact vraiment à grande échelle. Bon, ça a des implications encore, même au niveau politique, au niveau sociétal, il y a toujours, ça part toujours de l'entrepreneuriat, mais il y a toujours des conséquences qui vont bien au-delà. Ouais. Donc voilà, c'est les 3 points en tout cas que j'ai en tête là. Non, c'est top, c'est Bon, top. c'était Et pas, du c'était coup- pas la réponse attendue, mais en tout cas, ça en est- Non, la réponse est ce qu'elle est, et c'est à moi de... En fait, j'aurais aimé reformuler aussi ma question, en plus de cette réponse qui était cool, dans le sens, est-ce que les startups, c'est un game que pour les jeunes? Ah, ok. Est-ce que... mais c'est bien, j'ai eu les deux réponses, parce que du coup, c'est oui, et il n'y a pas que ça. Et maintenant, est-ce que pour des gens qui sont, entre guillemets, moins jeunes, on va dire, allez, bonne trentaine jusqu'à Unlimited,
Est-ce qu'ils ont aussi leur chance ou est-ce qu'il faut un peu ce mindset de pouvoir prendre des risques, de se dire qu'on peut tout reprendre de zéro, etc. Bon, je vais essayer de nuancer parce que quand tu as posé la question, ce qui m'est revenu, c'est une lecture que j'avais vue il y a très longtemps qui disait que le meilleur moment pour lancer une startup, c'est soit quand tu as 20 ans, soit quand tu as 50. Autrement dit, 50, c'est peut-être 55. C'est quand tes gosses, tu as des enfants et quand c'est tes gosses, ils partent à la fac, quoi. Donc, toi, c'est ce moment où tu as plus ces responsabilités familiales ou de moins de mesure. Et c'est pas totalement faux, je pense, parce que en fait, une startup, j'aime bien dire que c'est, notamment au début, c'est très ingrat, c'est très animal, il faut énormément d'énergie, tu vois, c'est pas, on peut pas trop compter ses heures au début, même si moi je suis un peu l'avocat maintenant de quand même d'entreprendre de manière plus intelligente que se tuer tout le temps à la tâche, enfin Mais de manière différente, du coup. mais quand même la startup au début, j'ai quand même du mal à voir des projets émerger. Startup au sens dont on a évoqué avant, hein, levée de fonds, gros marché, 5 ans, 10 ans, pour vraiment arriver au top du top. Ouais. Donc je parle pas des simili de startups, tu vois, qui sont plus des entreprises classiques, qui sont très bien, mais qui sont pas des startups. Parce que tout le monde a été startup à un moment, tu vois, faut vraiment, c'est pour ça que la définition des mots est importante. Ouais, c'est ça le problème aussi dans la définition de startup, c'est difficile de savoir. Est-ce que c'est juste une entreprise qui démarre ou effectivement, est-ce qu'on parle de startup dans le sens classique du terme, ce qui a été... Moi je dis pas que j'ai la bonne définition, parce que jamais, mais c'est, en tout cas ma définition, et du coup qui permet de continuer la discussion, c'est celle qui doit prendre un marché énorme en 10 ans, et du coup vu que c'est impossible sans lever des capitaux, et c'est ça qui t'oblige à prendre une certaine trajectoire, à prendre certaines décisions, à recruter en masse, enfin, tu vois, à faire plein de choix. Avec quelques contre-exemples, mais globalement c'est ça. Et du coup, ces modèles-là, ben, je pense que celui qui n'a pas de peur et de choses à perdre, en termes de patrimoine, en termes au niveau familial aussi, ben, c'est quand même plus simple. C'est juste que du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est faut avoir conscience de ça. Et faut du coup, les startups, c'est ça aussi, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas conscience, vu que c'était quelque chose de nouveau, on va dire, pour le marché français. Il y avait une deuxième vague des startups, il y en avait déjà eu dans les années 2000. C'est comment dire, il fallait savoir les règles du jeu auquel on jouait. À partir du moment où on sait que startup égale énormément de sacrifices, énormément de travail, notamment au début, et que c'est dur physiquement. Après, on peut réussir quand on devient CEO, je dis pas qu'on fait plus rien, loin de là, mais on peut être intelligent sur quelle bataille on mène, comment on recrute, comment on s'entoure, comment on délègue, comment on manage, etc. Donc la deuxième phase et une autre phase, voilà, une fois que tu as ton product market fit et tu as recruté, tu as une vraie team avec les C-levels, etc., c'est un autre jeu après. On rentre dans une seconde étape. Mais la première où tu n'as pas ton product market fit, allez, si on l'arbitraire, avant la série A ou avant la série B, même en France maintenant, là, faut être prêt à être sur le terrain. Ouais, faut envoyer. Et pourtant, je dis ça, et c'est pas le message que je préfère mettre en avant, mais c'est une réalité. Je trouve que c'est quand même très difficile. Dans le modèle de la définition que j'ai donné, j'insiste bien parce que je crois à beaucoup d'autres formes d'entrepreneuriat, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus saines. Parce que pour moi, la startup, c'est une manière malsaine de monter son entreprise, mais c'est la seule manière en même temps de réussir à gagner le jeu, quoi. Et c'est pour ça que je ne crois pas trop à cet délire de ok, il faut une bonne culture et tout dans les boîtes, mais en fait, c'est impossible d'avoir une culture saine et tout dans un truc qui fait x4, enfin, ou x3 ou x2 en nombre d'employés tous les 6 mois, ou tous les ans. C'est pas possible. À un moment, on peut mettre tous les CHO du monde, c'est très compliqué. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, c'est intéressant. Du coup, ça m'amène à des questions sur Fetch, mais on a promis qu'on passerait pas trop de temps dessus. Du coup, c'est plutôt une question personnelle. En fait, j'aime bien ta façon de penser. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur ton aventure chez Fetch, je pense qu'ils en parlent pas mal dans Génération Do It Yourself. J'étais en plein dedans, donc j'avais bien. C'était voilà, très frais, parfait. Maintenant, qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce qui te manque pas dans ce monde des startups et dans cette aventure de Fetch plus spécifiquement? Alors, je vais commencer par ce qui me manque. Je pense que ce qui peut me manquer des fois, c'est l'émulation et le travail, notamment avec mon associé Lou Chardin, avec qui j'étais sur Fetch. J'aimais beaucoup, j'ai des très bons souvenirs de sessions de travail où on se challengeait, où on avançait sur des sujets compliqués. Que tu avais rencontré comment? C'était un pote du lycée. D'accord. Avec qui j'étais resté en contact. Et du coup, c'était quoi, 6-7 ans après, on a lancé Fetch ensemble. Ok. Ça peut me manquer. Donc le côté un peu échange et vraiment émulation. Et
brainstorming d'idées et de travail avec des gens vraiment bons. Qu'est-ce qui peut me manquer c'est dur à dire parce qu'en fait, j'ai plein de choses que j'ai bien aimées, mais en fait, j'aime tellement le modèle que j'ai maintenant. Alors, qu'est-ce que t'offre le modèle que tu as maintenant que ne pouvait pas t'offrir le modèle des startups? Bah, le fait d'être en nomade, par exemple. Maintenant, c'est moins vrai parce qu'une startup, tu peux plus facilement être remote, mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup de. C'était moins simple, même si moi, j'avais essayé de mettre un peu ma boîte en remote. Je me sentais quand même bloqué dans ma région et à Nancy, du coup. Hormis mes allers-retours à Paris pour des raisons. Enfin, qui c'était lié à la boîte, hein, c'était pas pour le plaisir. Donc, il y avait ça. Le fait de. Bah, aussi de plus avoir cette responsabilité d'avoir tous ces employés, en fait. Parce que autant j'ai énormément aimé le côté comment designer l'entreprise, comment la structurer de manière à ce que ça se passe bien, à ce qu'on soit quand même véloce, qu'il y ait quand même un minimum de culture d'entreprise, de cohésion, etc. Et pas de micromanagement, parce que j'ai essayé de créer la boîte dans laquelle je voulais travailler dedans si j'étais employé, un minimum. Ouais. Je trouve que c'est une bonne approche quand on est CEO, c'est de se dire dans quelle boîte j'aimerais travailler si j'étais employé. Donc il y a ça, c'est quand même, j'aime quand même cette possibilité dans quelque chose de plus solitaire dans mon quotidien, mais qui me permet aussi de rencontrer beaucoup de monde via d'autres moyens, quoi, via la création de D'accord, contenu. un peu plus via de le liberté coaching. au final. Plus de liberté, et moi ma définition de la liberté, c'est plutôt celle de Mark Manson, qui est de choisir ses contraintes. Soit la liberté, c'est un truc un peu... Ouais, Genre, on est libre, c'est vrai. on fait ce qu'on veut, etc. C'est plutôt, choisis des contraintes, c'est quel jeu auquel tu joues. La contrainte, par exemple, du solopreneur, c'est d'être beaucoup plus seul, c'est d'être beaucoup plus... de douter plus aussi parce qu'il y a moins de gens avec qui échanger, donc on peut tourner plus facilement en rond. Enfin, il y a plein de contraintes en fait. Ouais. Alors, juste pour clore le chapitre Fetch, entre guillemets, tu as parlé d'une fin difficile sans forcément rentrer dans les détails. Je suis curieux de savoir comment tu as vécu cette fin de vendre la boîte, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots Ouais, bah, en étant bref, ce que je juge difficile, bah, c'est en fait j'en parle dans un article, du coup tu pourras le mettre en référence, mais D'accord. en fait on a eu des problèmes sur la partie technique, donc là c'est très bien développé dans l'article, je vais pas développer, Ouais. qui font qu'en fait on s'est retrouvé dans une situation où notre seule issue, vu qu'on n'était plus capable par nous-mêmes en fait de continuer l'entreprise, c'était de trouver un acquéreur. Et du coup, on en a trouvé un en 2 temps. Première vente avortée avec un montant intéressant pour les actionnaires, pour moi, pour tout le monde. Et deuxième vente beaucoup moins intéressante qu'on a fini par conclure par la nécessité. Et ce qui était dur, en fait, c'était surtout les 6 mois, en fait, de voir c'est comme s'il y avait un trou dans la coque. Et en fait, tu peux plus le colmater. Et tu sens que ton bateau que tu as construit pendant 3 ans et demi, tu sens qu'il est en train de couler. Et tu dois le refourguer, tu vois. Il y a une partie qui a beaucoup de valeur, il y en a une qui en a beaucoup moins. Bah, la partie tech, elle n'en avait pas du tout. Et tout ce que ça. Je laisse imaginer tout ce qui est autour, quoi. Enfin, du coup, après, forcément, faut se rendre compte que c'était l'entreprise qui était alors, pas très connue à Paris, mais très connue dans ma région en Lorraine, parce que très visible avec les livreurs. Et du coup, moi aussi, j'étais très visible. Donc, il y avait aussi le côté qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Comment je vais gérer par rapport à la famille, par rapport à peu importe l'issue, par rapport à... Il y avait beaucoup de choses sur l'extérieur. Ouais, il y a beaucoup d'éléments. Il y avait plein de choses. Quand il y avait la presse à gérer, il y avait qu'est-ce qui était dur, les employés aussi, parce que forcément, quand les gens sentent que ça commence un peu à tanguer, t'as des personnalités qui se révèlent aussi. Donc il y a des gens qui n'étaient pas forcément les meilleurs, on va dire, pour le bien de l'entreprise ou pour le bien, du coup. Ouais. Donc pas évident. Et puis moi aussi, hein, j'ai dû faire sous la nécessité, la contrainte, et des fois certainement le stress des erreurs, aussi bien pour la boîte que des erreurs humaines aussi. Donc période pas facile. Mais par contre, c'est là où le stoïcisme m'avait beaucoup aidé, et c'est là où j'ai découvert en fait le stoïcisme et la philosophie une des philosophies en tout cas que j'étudie et que je pratique le plus dans mon quotidien. C'est en 2018 que je découvre vraiment, que je me plonge vraiment dans ces textes. Donc c'est les textes de qui, si on devait, si on voulait lire, il y en a plusieurs. Alors à l'époque c'était Sénèque, Ouais. qui est celui qui je trouve écrit le mieux des stoïciens, qui a vraiment l'impression que c'est un ami qui nous parle, tu vois, c'est très moderne. Et c'était le premier, c'était Sur la brièveté de la vie que j'ai lu, et après c'était Lettres à Lucidius. Donc c'était mes deux que j'avais commencé à découvrir en 2018. Et après on pourra en reparler, tu vois, si tu veux, plus tard, mais j'ai plein de références D'accord. de lecture. Cool.
Ouais, bah, j'imagine que c'était une période difficile. Et c'est donc à quel moment que tu vas chez The Family? C'est juste Bah, après, un peu plus tard? juste après, en fait, on cède la boîte, je gère les 2 mois de transition avec l'acquéreur. En parallèle, je cherche un appartement à Paris, je trouve, et en fait, j'étais à The Family avec Fetch. D'accord, ok. J'allais te demander comment tu les as connus. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un incubateur, The Family, sur Paris. Très connu notamment via Oussama Ammar et ses vidéos sur YouTube. Et justement, bah, Oussama m'avait proposé comme j'avais pas fait une grosse vente et que j'arrive à Paris et que le plan c'était pas forcément de trouver un job, de travailler, etc. Il m'a dit bah vas-y, on va te soutenir et du coup bah, tu juste conseille les startups et puis on te rémunère pour que tu conseilles les startups, quoi. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie donc, tu as fait une année là-bas, c'est ça? Un peu plus, ouais, c'était Ouais. en indépendant du coup. Je pouvais faire ce que j'avais vraiment une gestion de mon emploi du temps comme je voulais, beaucoup de temps pour moi, pour me reposer aussi parce que j'étais très fatigué Ouais, j'imagine. sur toutes les dimensions après l'aventure. Euh, Psychologiquement, ça ouais, travaille, c'est ouais. difficile. Ouais. Et Et même c'est ça qui physiquement, t'a j'étais. lancé. Ah ouais, d'accord. Bah, j'avais pris du poids, tu vois, j'avais une hygiène de vie qui était pas bonne pendant ma boîte. D'accord. Donc il y a eu la reprise du sport après qui m'a fait du bien. Enfin, sur plein d'aspects, il y a eu un bon. Enfin, c'était une année cool sur taper sur tous les aspects en 2019. Et du coup, c'est ça qui t'a lancé dans ce que tu fais aujourd'hui? Alors c'était Coacher les ouais, entrepreneurs. alors c'était le début parce qu'avant c'était plus à The Family et j'avais lancé une activité en parallèle qui était semblable. C'était plus du conseil et du consulting. En gros, The Family me demandait souvent et les startups du coup de répondre à des problèmes qu'elles avaient et de leur donner mes idées, mes solutions. Mais non pas de faire du coaching au sens trouver leur solution. C'était plus moi ce que j'avais vécu, mon expérience, j'y étais, donc je te donne plus ou moins ce que moi j'ai vécu. Ouais. Euh, donc j'ai eu cette phase où j'ai fait du conseil pour des startups, même en dehors de The Family. Et, euh, et depuis, je dirais, un peu moins d'un an, parce qu'après il y a eu une phase où ça s'arrêtait avec le Covid, j'ai fait d'autres choses en 2020. Et depuis à peu près, disons, début d'année 2021, euh, j'ai complètement changé mon approche. Maintenant, je conseille plus l'entreprise, je coach le dirigeant, enfin le CEO ou un solopreneur, parce que ça me passionne aussi d'aider les solopreneurs, où ils ont des problématiques d'ailleurs, des fois qui peuvent être similaires, même s'il y a quelques nuances. Plus sur l'aspect psychologique, du coup. Alors, bah, les deux, en fait, oui. Il y a beaucoup l'aspect Ouais, psychologique, aide sur la prise de décision, mais pas sur je te dis quelle décision prendre, c'est je t'aide à trouver bien la bonne sûr. décision par mes questions. D'accord. Aide sur bah, aussi l'anxiété pour les CEO, c'est un sujet qui revient souvent, Ouais. gestion du stress. Mais il va y aussi avoir des choses très. Je les aide à prendre de la hauteur aussi pour eux-mêmes sur des décisions très stratégiques. C'est pas que du mental, tu vois, je suis pas un spécialiste sur les, je sais pas, les croyances limitantes, ce genre de choses. On va creuser. Le stoïcisme va m'aider notamment aussi avec des exercices des fois à les aider à être plus serein, à être plus dans le moment présent, à moins se prendre la tête pour des trucs bah, qu'ils contrôlent pas typiquement. Ça, c'est une des grandes peurs, enfin, une grande frustration des CEO, c'est que tu contrôles pas grand-chose, tu as l'impression que tu contrôles, mais du coup, tu te stresses pour plein d'événements extérieurs en fait qui dépendent pas de toi. Et ça, c'est le grand principe cardinal du stoïcisme, c'est vraiment se distinguer ce que tu contrôles de ce que tu contrôles pas. Et en vrai, on D'accord. contrôle pas grand-chose dans notre vie en vrai. Mais le peu qu'on contrôle, en fait, on peut vraiment, ça peut vraiment nous faire du bien et avoir des bonnes. Euh, En gros, on ne contrôle que nos réactions. La théorie du stoïcisme, c'est qu'on ne contrôle que nos réactions aux événements. En fait, tout vient à Hmm. nous. Et du coup, c'est comment j'agis en fonction des événements. Parce qu'en fait, il y a tellement une part on est dans un tout, en fait. On est dans quelque chose qui est très complexe, tu vois, au niveau de notre société, au niveau de la Terre, au niveau même du cosmos, si on va encore plus loin. Et du coup, c'est plutôt comment je réagis aux événements qui m'arrivent. Et, Ouais. mais par contre, tu es responsable et tu as cette chance de pouvoir être rationnel, de pouvoir te dire comment je réagis à cet événement. Et c'est là où, en C'est fait, très sous-estimé, ça, hein, ouais. je trouve. C'est très sous-estimé. On pense qu'on n'a vraiment pas le choix. On pense qu'on se dit, bah, c'est comme ça, mes émotions, c'est moi, je Ouais. ressens ce que je ressens. C'est vrai, mais on Ouais. sous-estime la capacité à pouvoir influencer ça, à travailler sur nous-mêmes dans ce sens. C'est Alors, intéressant. les stoïciens en bref, soit ils sont catalogués stoïques, on appelle ça celui qui est sans émotion. En fait, le stoïcien n'est pas sans émotion, c'est quelqu'un qui utilise l'émotion comme il acquiesce le fait qu'il y a une émotion, il n'est pas contre l'émotion. Et, par contre, sa réaction n'est pas liée à l'émotion. Il va mettre quelque chose entre la réaction, D'accord. enfin entre l'émotion et la réaction, et c'est ce qu'on appelle la raison.
Et du coup, c'est pour ça qu'ils disent, les stoïciens, vivre en accord avec la nature. En fait, ce qu'ils appellent la nature pour l'homme, c'est notre capacité qui nous distingue du reste, en fait, notamment les animaux, d'user de la raison. On est les seuls à pouvoir vraiment user de la raison. C'est un peu notre unfair advantage, tu vois, sur le reste. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est l'espèce dominante, en fait. C'est parce qu'on a, c'est pas que, notamment, c'est ces capacités à user de notre raison, de réfléchir, etc. Et si on n'avait pas de raison, en fait, on serait des animaux, on s'entretuerait, enfin voilà, on serait des animaux, quoi. Et, euh, et donc, pourquoi je te parlais de ça, moi Non, parce qu'on parlait de philosophie, Oui. de choses différentes, de ce que c'est moi qui t'ai lancé dans les schémas de pensée, et je sais que c'est omniprésent dans ta vie en fait. Aujourd'hui, dans la façon dont tu vis ta vie. Euh, donc parlons un peu de ça en deux mots. Après, on va devoir abréger parce que là, je vois le temps passer encore une fois, ça va vite. Je suis censé les garder à une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois. Ah Donc oui, on est là, déjà au-dessus, là. non, mais c'est moi, je suis content d'échanger avec toi. Mais dis-moi, tu te définis de plein de manières différentes parce que tu fais plein de choses différentes. J'ai vu que tu te définissais un petit peu comme philopreneur, comme minimaliste. Et aujourd'hui, tu as une certaine routine de la façon dont tu décris tes journées, dans ce que j'ai pu lire, qui diverge aussi beaucoup du monde des startups. Donc, comment tu vis ta vie aujourd'hui et vers quoi tu te diriges? Ouais, alors c'est clair, c'est une vie qui est quand même différente. Euh, alors, ce que tu as lu, c'est sur mon site, il y a des choses qui évoluent. Ouais, j'imagine. Donc là, comme je te disais, là, j'habite, tu sais, quand j'écrivais sur mon site la bio, j'habitais à Nantes, j'étais parti de Paris pendant je sais plus combien de confinement, parce que j'en avais marre des confinements. Bon, c'est pas qu'il n'y avait pas de confinement à Nantes, mais il y avait un cadre qui était plus sympa, D'accord. pour moi en tout cas. Là, j'ai décidé de revenir un peu à ce que je disais avec Into the Wild, etc. Ce que j'avais pas pris d'Into the Wild à l'époque, quand j'avais 16-17 ans, c'était l'aspect aventure, voyage et minimalisme aussi, de rejet de certaines dérives, selon Christopher McCandless, de la société, que je partage aussi. Et du coup, là, j'ai vraiment un retour, tu vois, j'ai ce fil conducteur, tu vois, sur ma réflexion constante, la philosophie qui est de plus en plus présente. Mais il y avait quand même ce côté, je vais dans des choses, les startups, le poker, tu vois, c'est quand même lié à l'argent, c'est lié à des modes de vie et à des activités qui nourrissent quand même un peu la machine dans laquelle on est. Alors, je ne suis pas anticapitaliste, mais en tout cas qui nourrissent quand même ce, ce modèle. Et du coup, il y a vraiment des réflexions sur... ma réflexion maintenant, c'est qu'est-ce qu'une bonne vie à notre époque, comme je te disais tout à l'heure un petit peu en Ouais. off. C'était la question que se posaient les philosophes, comment mieux vivre, comment bien vivre. Les philosophes antiques, je parle pas des philosophes modernes qui se la posent moins. Euh, et du coup, ça a été ma question personnelle. Surtout pendant l'été, à un moment, je me suis senti moins bien. Covid, passe sanitaire, machin, enfin plein de choses qui font que c'était oppressant. Et du coup, Ouais. alors j'avais déjà prévu, mais ça a encore amplifié ma décision, enfin confirmé ma décision. Bah, je me suis cassé je suis parti de mon appart et je suis parti de France. Euh, non pas, Là, tu es où là, là? En ce moment, je t'ai même je pas suis en demandé. Géorgie là depuis 2 mois. T'es en Géorgie Ouais, là? ouais. Je pensais que t'étais dans un appartement à Paris. Je me disais, Euh, ah bon, il a bougé. non, D'accord, cool, je suis trop bien. à Tbilissi depuis quelques semaines et j'étais à Batumi avant avec des amis. Là, je suis en solo et c'est le début du coup de mon voyage en solitaire. Mais pas nomade digital. Pour moi, c'est pas tant faire plein de pays, c'est vraiment me poser dans un endroit, y rester quelques mois Ouais, ouais. et entre 2 et 6 mois, disons, et après changer éventuellement si j'en ai envie. Mais c'est plus vraiment ce que je suis allé chercher, c'est pas quitter la France parce que j'aime pas la France. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la France, je pense. Et d'ailleurs, l'idée, c'est plutôt comment, quand je vais y revenir, je serai encore plus content d'y être et qu'est-ce que je pourrais faire pour faire évoluer un peu certaines mentalités, certains modes de vie qu'on propose. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir cette phase un peu en dehors, tout en continuant à travailler pour les Français, parce que mes contenus sont francophones. Euh, Ouais. et d'avoir aussi cette aventure personnelle et cet espace que je me crée pour pousser encore beaucoup plus loin mes réflexions sur en fait c'est quoi la vie et c'est quoi la vie, c'est quoi une bonne vie à notre époque. Est-ce qu'on peut pas explorer d'autres modèles, d'autres philosophies, d'autres idées et arrêter de vivre un peu ce que moi j'appelle la vie par défaut et avoir une vie plus, moi, ce que j'appelle aussi du coup, la vie intentionnelle, qu'on a un peu tendance à mettre de côté parce qu'en fait on a l'impression on ne peut que on, oui, on se laisse porter par le flot, quoi. Donc ça a quelques vertus des Ouais. fois, mais disons que la société ne fait pas tout pour que
euh, avec notre intérêt derrière la tête. C'est très abstrait la société, mais c'est Netflix, c'est la bouffe, toi, si on prend des choses concrètes, quoi, c'est Ouais, bien sûr. on pourrait même, tu vois, je sais pas les débats, mais même le pass sanitaire, tu vois, on peut se poser des questions. Tu vois, on peut se poser des questions sur plein de choses, et en fait, quel est notre intérêt en tant qu'individu là-dedans par rapport à l'intérêt de d'autres institutions qui sont publiques ou privées, quoi. Et du coup, c'est un retour à ça, c'est un questionnement. Et du coup, vu que je sens que j'ai encore des choses à les piocher au fond de moi, je me considère plus comme un explorateur que comme un espèce de guide vraiment expert. Tu vois, vraiment, j'ai telle Ouais. philosophie, c'est celle-ci qui. Je dirais jamais ça, il n'y aura jamais une philosophie, tu vois. Je dirais c'est aux gens, c'est celle-ci qu'il faut vivre. Par contre, j'ai envie de montrer d'autres, pour moi-même et pour les gens, d'autres philosophies, d'autres modèles, encore une fois. Donc c'est un peu mon obsession, et tu vois, c'est pas lié à mes coachings directement, mais tout de même, parce que j'utilise quand même beaucoup ça dans mes coachings, et notamment le stoïcisme, mais pas que. Et j'ai vraiment envie d'avoir ce message aux CEO, notamment, tu vois, de startups qui ont souvent ça, en fait, ta vie, elle peut être cool tout de suite, quoi. C'est pas parce que tu as une boîte et tu as des responsabilités, ne te crée pas ta prison, quoi. Justement, c'est la question que je pose en général à la fin, qui est plus sur les entrepreneurs. En général, la question que je pose à mes invités, c'est est-ce que tu peux donner 2-3 conseils à des entrepreneurs ou à des intrapreneurs qui veulent lancer leur boîte et qui écoutent? Et je pense qu'on a un petit peu parlé de ça, mais ce qui serait encore plus intéressant, vu ce que l'exploration dans laquelle tu es personnellement et ce que tu amènes en fait en termes de balance vie-travail, si on veut appeler ça comme ça, quel serait le conseil que tu donnes du coup à ces entrepreneurs, ces solopreneurs que tu as envie de donner le plus? Pas forcément qu'ils lancent leur boîte cette fois-ci, mais sur leur vie, pour ne pas se cramer, entre guillemets, pour bien vivre, pour mieux vivre. Du coup, il y aura deux dimensions. Il y a l'aspect objectif. Du coup, je leur dirais sur l'aspect objectif, bah, c'est ce qu'on fait ensemble, d'ailleurs, de bien définir leurs objectifs, de bien savoir les jeux auxquels ils prennent part, d'avoir conscience de la vie qu'ils auront en jouant à tel jeu. Quand je dis tel jeu, c'est par exemple la start-up versus le soloprenariat ou versus l'intrapreneuriat ou le salariat, enfin peu importe. Mais ça, tu sais, pardon, je rebondis dessus, je me suis pas mal posé de questions. T'es dans quel game? T'es dans quel jeu? Et c'est pas évident quand on a la tête dans le guidon de se dire bah oui, je suis dans le jeu je suis entrepreneur quoi, mais de Ouais, savoir quel entrepreneur, pourquoi faire, c'est vraiment un travail de décortiquer ça, hein. C'est ouais. pas Ah ouais, évident. mais c'est important, tu vois, j'ai mon ami Ulysse Lubin qui crée du contenu aussi, qui dit souvent, et je le partage aussi, quoi, c'est qu'il faut se créer un business autour du lifestyle qu'on veut et pas l'inverse. Toi, c'est Hmm. vraiment, ça part de style de vie, de la vie qu'on a envie d'avoir en fait. Parce qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est on vit en fait, quoi. On est vivant, on est né, on va mourir un jour et au milieu il se passe des choses. Et du coup, comment j'utilise ce temps qui m'est accordé, euh, qui en plus est enfin, indéfini et qui pourrait s'arrêter demain en plus. Donc tu vois, pourquoi s'emmerder à faire un jeu qui nous convient pas? Donc c'est fondamental comme question en fait, même si c'est dur à répondre. Ouais. La réponse peut se trouver d'ailleurs par itération, hein. On n'est pas obligé, c'est pas dans sa tête un matin, je vais faire ça. Il y a une pression pour avoir ça, hein. Il y a une grosse pression pour mais moi je sais pas, il y a un peu ce Ouais, ouais. sentiment parfois, Il y ouais. a, je sais. Après, il faut creuser, c'est le coaching intéressant. Il y a le je sais pas Bien parce que sûr. je sais pas, et il y a le je sais pas parce que j'ai peur. Ouais. Euh, parce que je sais ce que je veux et ça fait flipper. Donc il y a ça déjà, je dirais, savoir quel jeu tu joues. Sur l'objectif, toujours, hein, ne pas comprendre que l'objectif, c'est vraiment une direction. En fait, quand tu fais ton bilan sur l'année, par exemple, tu te rends compte que ta vie, c'est pas du tout passé comme c'était prévu. Enfin, c'est tout le temps comme ça. C'est pareil pour tout le monde. C'est aussi pour ça que je dis on sous-estime le facteur hasard, entre guillemets, le facteur autre, tu vois, que notre volonté, notre contrôle. C'est pour ça que le développement personnel est dangereux aussi, parce qu'il te dit que tu peux y arriver, tu peux y arriver, tu peux y arriver, alors que non, des fois tu peux pas y arriver. Par contre, ce que tu peux arriver, c'est sur ce que tu contrôles, encore une fois, on revient à ça, c'est comment tu interprètes les choses, comment tu les vis, et du coup, pour les objectifs, comment tu ne corrèles pas ton bonheur à l'atteinte d'un objectif. Ça, c'est un truc pour lequel j'étais nul pendant plein de temps. C'est, par exemple, dans ma boîte, tu vois, genre, notamment au début, tu mesures la croissance de manière hebdomadaire. Du coup, l'obsession de la semaine, c'était de battre le record de commande, en l'occurrence pour nous, de la semaine, quoi, de livraison. Et du coup, j'étais omnibulé par ça, et si le dimanche on avait battu le record, bah, j'étais trop content, quoi. C'est-à-dire que tout mon malheur, tout mon stress de la semaine était récompensé pendant 10 minutes le dimanche soir. Ouais. Tu vois, genre, tu vis mal, genre, enfin, tu vis mal, j'exagère un petit peu, mais t'es pas très bien.
es stressé pendant toute la semaine pour que le dimanche à 23h, à la fin du dernier shift, tu dises oh, c'est cool, on a fait plus 7% de croissance. Ce sentiment qui ne dure même pas longtemps lui-même. De toute Non, parce façon. que déjà tu t'es couché, déjà il est sans doute parti. Alors supposons qu'il soit parti, le lendemain matin c'est fini. Tu retournes travailler, c'est terminé. Ouais. Donc, et en fait c'est ça la vie. En fait si tu reprends sur l'échelle d'une semaine d'une startup, notre vie c'est avoir un objectif qu'on pense qu'il va nous changer la life et qui va nous rendre heureux. Pendant 99% du temps être pas bien, pour espérer pendant 1% juste pour 1% du temps en fait peut-être être bien. Et encore on n'est pas sûr de l'atteindre. Et pourquoi on se poserait pas la question plutôt, en fait, c'est quoi le style de vie que j'ai envie d'avoir, c'est quelle journée que j'ai envie de vivre, c'est quel projet, toi si je suis même extrême, c'est quel projet que même s'il ne réussissait jamais, si je n'atteignais pas mon objectif, je serais quand même content d'avoir contribué à ce truc, quoi. Et tu vois, par exemple, ma quête, là, un peu, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui me drive vraiment, tu vois, autour de comment bien vivre, les modes de vie, la philosophie, etc. En fait, je sais même pas c'est quoi le succès là-dedans, tu vois, mais en fait je m'en fous parce qu'en fait ça me fait kiffer au quotidien de pratiquer, d'étudier, d'en parler, tu vois, comme on en parle là. Et je sais pas te dire si le succès c'est quoi, c'est d'avoir une chaîne YouTube qui est énorme, c'est d'avoir 1 million, genre, j'en sais rien en fait, quoi. Mais par contre ce que je sais c'est que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas je vais essayer au maximum que les journées se passent bien, que je sois content, que je m'épanouisse dans cette mission un peu d'élever un peu les consciences, de faire réfléchir un peu les gens sur ces thématiques, quoi. Et encore une fois, je le fais aussi pour moi, parce que ça part aussi d'un problème que j'ai et que surtout j'ai eu encore plus il y a quelques années, quoi. Ouais, top, trop bien. Est-ce qu'il y a un livre que tu... Alors Jimmy, je sais que tu lis plein de livres. Est-ce qu'il y a un livre peut-être en ce moment ou aux gens qui nous écoutent? Allez, vas-y. J'en ai un, il va être dur à l'acheter, il faut aller sur le site de l'auteur, c'est How to Live de Derek Sivers. Je pense que c'est mon entrepreneur préféré, tu vois, pendant longtemps j'étais associé plus à Naval Ravikant. Je pense qu'en fait si on veut me comprendre, tu vois, il faut aussi lire Derek Sivers. C'est un super entrepreneur qui a une philosophie de vie qui me parle beaucoup. Et il a écrit un livre How to Live, c'est 27 manières de vivre différentes qui des fois n'ont rien à voir mais qui te font réfléchir du coup, en fait 27 manières vraiment de vivre son quotidien. D'accord. Il n'y en a pas une mieux que l'autre, c'est juste c'est pour montrer aussi qu'il ne faut pas être dogmatique. C'est ça que j'essaye aussi. C'est, tu vois, voilà, pas de dogmatisme, pas d'idéologie. On essaie de faire rentrer tous les gens derrière sa grande idée. C'est ouverture d'esprit, parce qu'il en manque beaucoup d'ouverture d'esprit et de non-dogmatisme. Trop bien. Dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce que tu veux qu'on te trouve? Où est-ce que je veux qu'on me trouve? On mettra les liens de toute manière. Sur mon site. Et qu'ils aillent s'inscrire à la newsletter s'ils veulent en savoir plus. Ce que j'ai dans ma tête, c'est dans la newsletter, quoi. D'accord. Top, ça donne envie en tout cas. Moi, je vous encourage à y aller parce que cette conversation, je pense qu'elle aura pu durer beaucoup plus longtemps déjà. J'ai doublé le temps que je m'étais mis en tête, quasiment doublé pour ce podcast. Donc, écoute, moi, avec plaisir ce serait un plaisir de rester en contact pour échanger plus sur ces sujets-là. Je vais aller lire déjà ce bouquin que tu as recommandé. Je vous incite à le faire aussi. Allez s'inscrire à la newsletter de Jean-Charles et on mettra tous les liens pour qu'ils puissent aller lire ce que tu fais et te suivre un petit peu. En attendant, moi je vous incite à retrouver le Creativity Podcast sur SoundCloud, Apple, Google Podcast, Spotify, YouTube. On est un peu partout. Et si vous avez bien aimé, partagez l'épisode à des amis, à des collègues. N'hésitez pas. Et Jean-Charles, je te remercie encore une fois vraiment de ton temps. Je sais que ton temps est précieux et ça pourra, j'espère, mais je pense sincèrement, aider certaines personnes qui ont écouté ce petit moment d'échange. Je te remercie. Je dirais juste le temps de tout le monde est précieux. C'est pas le mien c'est pas non. C'est vrai. Mais là, c'est toi que je remercie. Mais c'est vrai. Okay. Je te remercie. Parce que les gens oublient que leur temps est précieux. C'est vrai. T'as raison, il faut le protéger. Je te relance pas, mais c'était... Ne me relance pas, on va en parler des heures. Écoute, merci beaucoup, Merci. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ouais, salut, merci beaucoup.